Merci beaucoup Acha, bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons le Printemps des Territoires édition 2024 ici au studio. Bonjour Valérian. Bonjour Caroline. Soyez les bienvenus. Durant l'heure qui va suivre, nous recevrons sur ce plateau des actrices et des acteurs engagés. Oui, elles et ils nous partageront leurs actions, leurs convictions en faveur de la transformation des territoires. Et d'ailleurs, ce seront les noms de nos deux séquences, Action et Conviction, pour ce studio jusqu'à... on a 1h15 ensemble dans ce... On a à peu près 1h15, exactement. Bon, on est bien dans cet espace. On est bien. Et on va inviter effectivement tous ceux qui nous entendent et même qui sont en train de manger. Exactement, parce que nous sommes en live et merci à celles et ceux qui nous suivent depuis leur écran. Et nous sommes également ici donc sur le Printemps des Territoires avec l'ensemble des participantes et des participants. N'hésitez pas à nous rejoindre directement ici sur le plateau avec nous. Venez vous installer. Et on commence dès maintenant avec ta première invitée, Caroline. Il s'agit de Rachel Picard. Exactement, que je rejoins de ce pas. Bonjour Rachel Picard. Salut. Rachel Picard, vous êtes fondatrice de Proxima, votre projet de compagnie ferroviaire. Dans les 10 minutes que nous avons devant nous, nous allons évoquer l'évolution des manières de vivre, mais également de se déplacer dans les territoires. En premier lieu, j'aimerais qu'on revienne sur la crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19 qui, on peut le dire, a profondément bouleversé notre rapport au travail et notamment via les modifications des modes de travail et de collaboration. Nos modes de vie, eux aussi, ont évolué. Quelle mutation est-ce que vous observez, vous plus précisément, sur notre manière de se déplacer ? Mutation, c'est le bon terme parce qu'on parle beaucoup de transformation, mais là, on est sur quelque chose de très brutal en fait, qui s'est passé, qu'on a constaté qu'a posteriori. En fait, les gens aujourd'hui, avec les nouveaux modes de travail, n'ont plus espèce de rapport entre là où j'habite et je dors, là où je passe mes nuits, là où je vais travailler et je vais la journée, et entre les deux, j'ai un transport qui doit être le plus rapide et le moins pénible possible, mais qui est un temps perdu par définition. Et aujourd'hui, on voit que les gens ils raisonnent en bilocalisation. J'ai un lieu où je dors, où j'ai ma vie et je travaille. Et j'ai un lieu qui est mon lieu d'habitation. Et puis j'ai un lieu où je travaille et j'ai aussi une vie. Et entre les deux, j'ai un transport qui fait en fait partie de ma vie aujourd'hui, qui n'est plus soit pénible, soit exceptionnel. Et ça comprend aussi le transport longue distance, qui avant était plutôt du côté de l'exceptionnel. Et aujourd'hui, en fait, ce transport longue distance, il rend possible cette bilocalisation, parce qu'on est sur des temps de trajet grâce à la grande vitesse, et c'est là où les infrastructures, les investissements qui ont été faits prennent toute leur valeur, parce qu'en fait, le trajet entre les deux, le transport, et en particulier la grande vitesse, rend possible cette bilocalisation et le fait de voir la géographie différemment, c'est-à-dire depuis là où j'habite, voilà, qui peut être une grande ville régionale, ben je vais à Paris quand j'en ai besoin, et ce voyage, c'est un cercle en fait entre les deux, ou inversement, les entreprises qui vont aller se bilocaliser, on le voit de plus en plus, et finalement la grande vitesse devient un acteur d'un autre type d'aménagement du territoire que celui dont on parle depuis des années. On parle de mutation au pluriel, il y a aussi différents échelons, on vient d'évoquer l'échelon de l'usager, des entreprises, il y a également les maires. Qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les mutations aussi pour les maires ? Comment est-ce qu'ils prennent en compte tout ça ? Alors, en fait, ça recrée un autre centre économique qui devient... je dirais que la perspective change. Il n'y a plus Paris et je crée des liaisons rapides avec toutes les villes régionales. Je me mets du côté de la ville régionale. C'est là que je veux habiter. C'est là que j'ai ma ville. Et du coup, je veux attirer vraiment les gens avec l'ensemble du tissu économique qui ensuite vont aller sur Paris. Donc finalement, le lieu primaire devient la ville régionale. C'est vraiment une grande première en France. Et à l'inverse, depuis... Et du coup, les entreprises, en réponse à ça, trouvent plus de salariés disponibles finalement dans ces villes-là. Et ça recrée ce tissu d'employés possibles, d'employeurs, et finalement ce tissu économique qui vient aider à animer l'ensemble des maires et des régions en fait. Donc voilà, je suis sûre que chacun d'entre vous ici est en train de voir ce qui est en train de se passer. Nous, modestement, on vient juste être un outil qui permet d'aider à cette transformation qui est vraiment dans l'esprit des gens aujourd'hui. Et puis il y a aussi une accélération des consciences écologiques qu'on explique en partie avec les derniers épisodes climatiques qu'on a connus en France, mais aussi ailleurs dans le monde. La
conscience aussi sur la manière de se déplacer. On est plus vigilant, on est aussi plus responsable en essayant de choisir le moyen de transport le moins émetteur possible. Tout à l'heure, Olivier Sichel, en introduction, disait la mobilité décarbonée, c'est le train. Est-ce que la France sera Est-ce que la France sera au rendez-vous de la mobilité durable selon vous? Si Olivier l'a dit, j'ai plus besoin de le dire, ça, c'est une bonne chose. En fait, c'est mon grand dada depuis des années. En 2010, j'avais fait un éco-comparateur, mais qui avait fait un flop total parce que les gens n'étaient pas du tout prêts, c'était trop tôt. Et aujourd'hui, on voit que c'est dans le discours, mais c'est aussi dans les actions. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que sur le propos précédent, on dit finalement les gens veulent plus de mobilité. Oui, mais ils veulent moins de carbone. Donc comment est-ce qu'on fait pour combiner les deux? Ben voilà, on va prendre le train. C'est la bonne équation. Et c'est la bonne équation. Et pour aider ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est de mettre plus d'offres en fait. C'est-à-dire le rendre plus facile, plus accessible et mettre plus d'offres pour que les gens trouvent vraiment de manière systématique et extrêmement simple, immédiate, le trajet dont ils ont besoin pour relier leur ville à Paris. Et à échelle plus large sur l'ensemble du territoire. Absolument, sur l'ensemble du territoire, tout à fait. Plus largement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre façon de voyager, mais également de consommer notre trajet en train? Alors là aussi, c'est une mutation vraiment profonde. On part depuis un temps perdu et on arrive sur un temps utile. Alors, c'est sur la grande vitesse, on l'a beaucoup dit, mais on avait vraiment les voyageurs pros d'un côté, les voyageurs loisirs de l'autre. Là, aujourd'hui, on est dans, je vais utiliser un terme un peu valise, la hybridation, mais c'est vrai, on le constate. Moi, je le vois dans les horaires, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, on avait le pic du vendredi soir, du dimanche soir. Là, maintenant, il y a le jeudi après-midi, il y a le lundi soir, en fait, mardi midi, parce qu'on étudie les comportements de chacun des voyageurs heure par heure, en fait. On regarde vraiment comment bouge la demande, c'est ce qu'on peut faire en tant que petit acteur. Donc vraiment, les gens l'utilisent différemment en termes temporels. Et ensuite, à l'intérieur même du train, c'est très, très important pour nous. Parce qu'on n'est plus sur les pros en première classe, les loisirs en seconde classe, tout ça c'est totalement mélangé. Par contre, on est sur des demandes très claires aujourd'hui. Les clients, ils veulent les voyageurs de la connexion, ils veulent du calme, du confort, des conforts, confort pour mon ordinateur, confort pour mon téléphone et ma série, confort, etc., etc. Et donc nous, notre rôle, c'est de prendre tout ça, d'écouter et de mettre à disposition à bord tout ce qui va répondre à ces nouvelles demandes. Alors, on va s'intéresser dans un instant à Proxima. Juste avant, tenant compte de ces mutations, encore une fois, que vous évoquez, et depuis 3-4 ans, est-ce que vous avez remarqué une évolution de l'offre des acteurs existants, que ce soit France ou ailleurs? Alors, l'offre, elle, dans le ferroviaire, ça bouge beaucoup. C'est un temps long, mais en fait, c'est assez dynamique. Il y a évidemment tous les acteurs français, y compris, et quand je dis les acteurs, il y a évidemment les acteurs opérateurs comme la SNCF, qui fait plein de choses. Et puis il y a aussi les acteurs de la mobilité qui sont décideurs, les régions en particulier, puis tous ceux qui influencent aussi, et puis le gouvernement évidemment. Il y a les acteurs étrangers qui arrivent sur le marché français, et puis il y a les petits acteurs privés comme nous, qui sommes en phase de lancement pour amener une autre vision du transport de demain qui sera plus proche, plus agile, plus à même d'écouter vraiment ce qui se passe, et encore une fois, vu des régions et non pas vu de Paris, pour apporter quelque chose de supplémentaire, complémentaire et différent. Cette notion d'adaptabilité, elle est importante. Alors justement, on va s'intéresser à Proxima, votre projet de compagnie ferroviaire. Quelle est sa proposition de valeur? Quelle est votre proposition de valeur? Et en quoi, de quelle manière pourrait-elle repenser la cartographie ferroviaire actuelle? Nous, on va s'attacher à vraiment aller sur ce qui est le plus important pour les gens. Donc, on parle là de relier des villes. Donc, la question de la vitesse est absolument critique. Il faut aller le plus vite possible. Il faut rendre les choses simples et simples. Faciles, accessibles pour que ça fasse partie de la vie. Et il faut apporter, donner vraiment et être en capacité de suivre les évolutions parce qu'en fait, ça va très vite de ce que les gens veulent, de ce qu'ils veulent pouvoir faire pendant leur voyage, et ça inclut depuis quand je pars de chez moi jusqu'à quand j'arrive à mon lieu. Donc avant le voyage en train, la connexion, évidemment pendant le voyage. Et donc là, ça touche à... C'est des petites choses, hein, mais c'est des petites choses où on est en dialogue permanent avec les voyageurs pour comprendre ce qu'ils veulent et vraiment leur proposer ça. Et puis ensuite, arriver à destination, donner de la fluidité sur la fin du trajet.
Et répondre aussi à des enjeux de saturation des lignes, de prix et également du manque d'offres dans certains territoires. Oui, c'est sûr qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une saturation, en particulier quand on regarde les trains à grande vitesse. Quelque part, le Covid a un peu dégonflé le transport quotidien, mais par contre, le transport longue distance est victime de son succès, on va dire. Donc, et comme c'est des investissements sur des très longs cycles, avec finalement peu d'acteurs, notre idée à nous, c'est d'amener un autre acteur complémentaire à ce qui existe déjà, qui va regarder les choses différemment, apporter de la modernité, de la proximité, de l'écoute avec le client, ce qui n'est pas facile quand vous êtes une énorme entreprise. Et donc, c'est cette agilité, cette proximité-là qu'on va amener aux voyageurs, qu'on espère on rendra heureux dans quelques années. Adaptabilité et agilité. Alors justement, peut-être pour conclure, on est en 2024. Quelles sont les prochaines étapes? Où en êtes-vous pour votre projet Proxima? Bon, comme on doit parler dans pas très longtemps dans la presse, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. J'ai tenté. Mais oui, on est en train de signer un certain nombre d'accords importants pour pouvoir démarrer ce type d'activité qui commence par l'achat de ce qu'on appelle dans le jargon le matériel roulant, c'est-à-dire les trains. Le plus important, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Rachel Picard. Je vais passer la main à Valérian. On va à présent aborder le sujet des Jeux de Paris qui approchent à grands pas, J-57. Oui, Caroline, des athlètes du monde entier vont rejoindre la France dans quelques semaines. Et pour les héberger, il a fallu construire un village. Et le groupe Caisse des Dépôts a été un acteur de ce projet. J'accueille maintenant Violaine Paton. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue, vous êtes directrice adjointe grand projet en charge du pôle aménagement. Violaine, racontez-moi déjà comment CDC Habitat s'est mobilisé pour la construction de ce village des athlètes. CDC Habitat s'est mobilisé en tant que copromoteur sur plusieurs lots pour réaliser l'opération de village des athlètes qui était pilotée par l'aménageur La Solidéo. On est à la fois copromoteur, constructeur d'une résidence étudiante et investisseur de près de la moitié des logements du village. Donc on est plus que intégré dans cette opération. Alors racontez-moi un peu ce projet assez fou qui est hors norme, on peut le dire. Alors c'est un projet hors norme par son ambition environnementale, son ambition territoriale, hors norme également par ses délais et son calendrier de réalisation. Moi j'ai personnellement piloté la réponse à consultation pour un des lots du village, le lot D, l'îlot des Quinconces, qu'on voit ici en photo. C'est un ensemble immobilier de 13 bâtiments et d'un socle d'activités. On a répondu en se regroupant au sein du groupe Caisse des Dépôts avec la Banque des Territoires et ICAD Promotion. L'idée, c'était vraiment de mobiliser le groupe pour faire une réponse à la fois en tant que promoteur et investisseur, parce que c'était une des particularités de cette consultation, où il fallait venir sécuriser l'intégralité des programmes. Du coup, ICAD Foncière et CDC ont été investisseurs de tout ce qui est socle actif et du bâtiment tertiaire. Et puis, CDC Habitat est investisseur pour les logements gérés, conventionnés, logement social, LLI, résidence étudiante et une résidence Adoma. C'est également une consultation qui était très particulière par son format, puisque le projet devait à la fois loger les athlètes pour les Jeux qui approchent, donc avec une livraison provisoire pour l'hébergement des athlètes. Et après, on reprend les bâtiments, on finalise les travaux et on livre une opération héritage de logement finalisé. Ouais, on en reparlera à la toute fin, effectivement, de la suite à donner à ce projet. Ce projet, il est exemplaire aussi. Oui. Sur quels aspects? Je vais avancer. Il est exemplaire sur les aspects de mixité des programmations, sur l'ambition également environnementale. C'est vrai qu'on nous a demandé, dans le cadre de ce projet, de pousser un peu tous les critères de performance environnementale, que ce soit au niveau de la construction bas carbone, au niveau de la biodiversité, et puis l'exemplaire aussi d'un point de vue qualité architecturale. On voit quelques réalisations de bâtiments existants qui sont totalement conformes à l'ambition qu'on s'était donnée d'un point de vue architecture. Donc c'est vrai qu'on est sur un niveau de performance et de prestations inégalé. On a aussi le plaisir en tant qu'opérateur de logements sociaux que nos logements soient totalement intégrés dans ce bâtiment avec une mixité parfaite. Et une accessibilité universelle aussi?
Oui, c'est un des grands éléments qui était vraiment au cœur de cette démarche liée au projet des JO. L'idée, c'était que ce qu'on allait faire pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, notamment en allant au-delà finalement de la réglementation PMR pour les bâtiments, puisse servir dans le quartier héritage et notamment par ce concept d'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est de répondre finalement à tous les types d'handicaps, que ce soit moteur ou cognitif, en adaptant les bâtiments, en travaillant davantage sur tout ce qui est contraste, accessibilité, etc. Et pour nous, c'est très important parce que ça veut dire que demain, les habitants qui habiteront ce quartier pourront bénéficier finalement de cette prestation et cette accessibilité. Alors comment les territoires ont été impliqués dans ce projet? Comment la communication s'est faite? Alors, c'est vrai que c'était aussi que ça tenait au cœur de la raison d'être du groupe CDC Habitat et puis du groupe Caisse des dépôts. C'était de répondre aussi, dans le cadre du projet Héritage, à des besoins exprimés par les territoires, que ce soit la ville de Saint-Ouen ou la Plaine Saint-Denis. Et du coup, c'est vrai qu'on avait à la fois un certain nombre de contraintes, de cahiers des charges, etc. Mais c'est vrai qu'on est venu aussi apporter une programmation et une mixité des programmes pour répondre à la fois à tout type d'habitants, et puis également venir animer ce nouveau quartier. C'est pas anodin d'avoir un village qui va être livré finalement en moins de 6 mois avec tous les habitants qui vont pouvoir arriver d'un seul coup. C'est assez exceptionnel dans le cadre de l'immobilier. En général, on a des livraisons très phasées. Là, on a un projet qui, du jour au lendemain, va être totalement fini et habité. Et donc, c'était aussi d'avoir une diversité de programmation sur tout ce qui était socles actifs et socles commerciaux, en proposant du coup des services pour l'arrivée de ces nouveaux habitants, et puis après, tous les services de proximité qu'on attend dans un nouveau quartier. C'est simple ou pas d'avoir une vision commune avec tous les acteurs qui sont impliqués dans un projet dans les délais qu'on connaît, que vous venez d'expliquer? Alors non, ça a été un vrai challenge. C'était très sport, mais en même temps c'était l'olympisme, donc il fallait relever le défi. C'est vrai. On a appris à travailler ensemble, on a appris, y compris au sein du groupe Caisse des dépôts, à travailler en partenaire, de façon très très intégrée. Après, c'est vrai qu'on était sur une consultation qui s'est plus avérée à un sprint en mode marathon, puisqu'il a fallu répondre extrêmement vite. La consultation s'est déroulée en 2019. On a déposé les permis de construire en 2020, acheté les terrains et on a lancé les travaux en 2021. Donc c'est un rythme sur lequel il n'y avait aucune pause tolérée ou autorisée. Et ça a permis du coup la remise des clés à Paris 2024 qui vont héberger les athlètes. 1er mars 2024, personne n'a eu de retard, tout était livré dans les temps, donc c'est une grande fierté dans un contexte accessoirement de Covid et de guerre en Ukraine qui n'a pas simplifié les choses. Ce projet, est-ce qu'il est reproductible tel quel? Je pense, alors, difficilement. Tel quel, difficilement. Très clairement, il y avait quand même un niveau d'ambition et de moyens et de mise en œuvre, même au niveau de toutes les strates de l'État qui se sont quand même mobilisées de façon exemplaire, il faut le dire. Vraiment, il y a eu une mobilisation et du territoire et de services de l'État et puis de nous, promoteurs, investisseurs, assez incroyable. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu également utiliser ce projet comme un démonstrateur de la construction bas carbone avec une construction tout bois, un démonstrateur également de tout ce qui est au terme de services offerts aux habitants. Et donc, c'est vrai que ça va permettre d'inspirer et de faire évoluer, par exemple, la construction française. Très clairement, on a pu obtenir des ATEX qui sont des validations techniques sur des procédés constructifs spécifiques liés à cette construction bois qui pourront demain être utilisés dans tous les projets immobiliers. Donc ça a vraiment été un projet qui a permis de pousser les limites et qui pourront demain du coup inspirer les futurs projets immobiliers. Vous retenez quoi, vous personnellement, Violaine, de ce projet? Alors pour moi, c'est une grande fierté. Et puis en tant qu'urbaniste, travaillant dans l'aménagement, c'est vrai que moi, c'est la première fois de ma carrière que j'ai un projet sur lequel j'ai suivi la consultation et que je le vois livré aujourd'hui. Ça, c'est une grande fierté parce que c'est quand même assez rare de pouvoir voir en si peu de temps un projet sortir littéralement de terre et dans un respect de la qualité et des ambitions programmatiques affirmées dès le départ. Alors il y a une visite virtuelle de cet espace. Peut-être qu'on peut commenter aussi ce qu'on voit là. Oui, ça fait partie de la diversification des programmes qui ont été proposés au niveau des socles d'actifs. Et donc c'est vrai qu'on offre dans le cadre de cet héritage de projet, on a notamment souhaité offrir un programme dédié au sport et au sport urbain notamment, qui seront au service des populations qui sont quand même un département et une population très jeune. Et puis on a également un travail sur tout ce qui est le recyclage et la ressource de matériaux. On a un bâtiment qui
se veut exemplaire et démonstrateur dans le cycle de l'eau et des déchets, puisque c'est un bâtiment zéro déchet, que ce soit au niveau de son recyclage de ses eaux, mais quelle qu'elle soit, c'est-à-dire eau grise, mais également eau noire, valorisation des urines, des déchets, du biocompost. Et donc c'est vrai que ça fait parmi de ces innovations qui ont été apportées par le village, qui sont aussi des choses exemplaires. Oui, c'est ça, l'exemplarité du projet. Moi, je veux bien qu'on on voit la vidéo, effectivement. Si on peut la voir à l'image, cette vidéo de présentation et la visite virtuelle du village des athlètes. Voilà. Est-ce que je vous laisse commenter ? Oui, c'était parmi les outils. Donc on est un village en conception 100% BIM, ce qui est aussi assez récent dans l'immobilier français. Et donc c'était l'opportunité de tester l'emploi de cette maquette BIM dans le cadre d'une visite virtuelle qui permettait de présenter l'opération et puis demain également d'aider à la commercialisation et à la mise en location des appartements et des ventes. Et donc c'est vrai que c'est un outil extrêmement pédagogique qui a permis comme ça de donner à voir à la fois la qualité des conceptions architecturales et urbaines et puis un certain nombre d'éléments explicatifs. Par exemple, là on voit un exemple du réemploi de matériaux qui ont été très fortement poussés pour limiter les consommations carbone dans la construction. Donc tous ces aspects un peu atypiques de cette opération ont pu être illustrés dans le cadre de cette visite virtuelle qui a été largement diffusée. Donc ça fait partie un peu de ce plaisir de travailler sur un projet aussi atypique, c'est de pouvoir aussi développer des choses qu'on ne fait pas d'habitude dans un projet lambda. Et ça permet aussi une montée en compétences de tous les services sur les aspects d'innovants, quoi. Et puis la fierté aussi, c'est de voir que la modélisation qu'on voit là est très proche Ouais, des rendus qu'on a vus un peu plus tôt sur les photos. Oui, ça c'est sûr qu'en termes de prestations et de qualité des livraisons, on a tenu l'ambition jusqu'au bout et on a, entre les images du concours et les photos de la livraison, un projet qui est vraiment très calqué et très semblable. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un dernier challenge parce que les Jeux vont se passer, j'imagine, de manière exceptionnelle à Paris. Ça va être une grande fête. Parce que là, il faut l'expliquer, il y a Mais une nous, première on n'a pas livraison. fini. Voilà, il y a une première livraison du projet pour les JO. Les athlètes vont Donc, vivre dans ce projet et puis ensuite, il y a la suite pour vous. Tout à fait. Donc, il y a une version provisoire du projet où les athlètes vont occuper les logements familiaux avec finalement des appartements découpés et adaptés à leurs besoins d'hébergement. Et puis nous, on récupère en novembre 2024 le village avec du coup une dernière phase de travaux qui va durer à peu près 1 an pour réaliser toutes les finitions, le démontage des cloisons provisoires qui avaient été mises dans les logements, le démontage de salles de bain provisoires et puis la pose définitive de tout ce qui est cuisine, moquette, parquet, peinture, etc. pour finaliser les logements. Et donc on aura un village qui sera vraiment fini fin 2025, début 2026. Et après, pour quels usages pour qui ? Alors, on est sur une programmation mixte, donc à la fois habitat-emploi. On a un programme de logement qui est très diversifié, puisqu'on a un peu toutes les typologies, que ce soit en termes de logements familiaux, mais également de résidences gérées. On a une résidence étudiante libre et sociale. On a une résidence à Doma dédiée finalement à des publics très fragiles, et notamment des publics handicapés. Encore un élément d'héritage de ce programme olympique. On a également une programmation commerciale et tertiaire, parce qu'on a un bâtiment de 9000 m² de bureaux sur le lot D, et chacun des lots a son plot tertiaire. Donc on est vraiment sur un quartier de ville qui se veut mixte et très désirable, avec de grands jardins et de grands espaces dédiés à la biodiversité, qui apportent de la qualité tant sur l'ambiance urbaine que sur la lutte contre les îlots de chaleur et le réchauffement climatique. Et l'extérieur ne bougera pas. Là, vous me parliez de modifications à l'intérieur des logements. Alors, l'extérieur bougera parce qu'on espère que les arbres vont pousser. Oui, et donc, ça fait partie aussi de cette qualité qu'on aura à la livraison héritage. Pas de grand chantier à l'extérieur. Parce que tous les équipements, enfin tous les espaces verts sont plantés et équipés. Maintenant, on sait qu'il faut être un peu patient par rapport à la végétation et l'implantation des essences. Donc, on espère que d'ici 1 an et demi, la qualité des arbres aura nettement grandi et donnera cet effet très verdoyant de ce quartier, très en lien aussi avec la Seine et ses grandes continuités paysagères et vertes. Merci beaucoup, Violaine Paton, d'être venue avec nous et bravo à CDC Habitat. Merci pour cette présentation du village des athlètes. Et je retrouve Caroline maintenant pour la prochaine séquence qui sera consacrée à la transformation de l'action publique. Exactement, et notamment par le biais de la formation. On va évoquer ce sujet avec notre prochain invité, Pierre-Marie Vidal, directeur de la publication du journal Acteur Public.
Bonjour Pierre-Marie Vidal. Bonjour. Alors peut-être pour préciser en introduction que Acteurs Publics est un groupe privé de presse professionnelle qui existe depuis plus de 30 ans, qui est devenu entreprise à mission en 2021, mais ce n'est pas tout, c'est aussi un institut de recherche et de formation. Alors pourquoi un institut et quelle est plus précisément sa vocation ? Alors effectivement, Acteurs Publics est un groupe privé. C'est la publication de référence de ce qu'on pourrait appeler les cadres sup des 3 fonctions publiques, donc y compris des territoriaux qui sont très nombreux ici aujourd'hui. Et dans l'idée de cette transformation en entreprise à mission, il y a quelques années, on s'est dit qu'on avait nous aussi un rôle à jouer dans l'accompagnement et la formation des cadres sup de ces 3 fonctions publiques pour les aider à accepter le changement, mais aujourd'hui il y a une forte appétence de leur part, mais surtout pour les aider à réussir leur transformation, ce qui n'est pas plus simple, voire beaucoup plus compliqué dans le secteur public qu'ailleurs. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé l'Institut Acteurs Publics qui va lancer un cycle de formation à la rentrée prochaine, en septembre, le cycle des hautes études de la transformation de l'action publique, le CHETAP. Et on va s'intéresser au CHETAP. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la pédagogie et comment va s'organiser plus précisément cette formation ? Alors cette formation s'adresse à des actifs qui ont déjà une expérience professionnelle certaine dans le domaine, à égalité d'ailleurs d'ouverture vers des gens qui viennent du privé que de gens qui viendraient ou qui viennent du secteur public. L'idée, c'est que des professionnels puissent, grâce à ce cycle de formation, apprendre à conduire avec succès des opérations de transformation sur le sujet et dans le domaine très spécifique de l'action publique. Le principe, il est assez répandu, c'est de prendre sur une formation qui dure 12 mois, de créer une cohorte d'auditeurs qui alternent à la fois des conférences avec des cours assez magistraux, qui sont plutôt des cours de méthode, et la méthode compte beaucoup dans la conduite du changement. Des cours plus pratiques qui, eux, tourneront autour d'exemples, de cas. On ne manque pas de cas de transformation depuis des années maintenant dans la sphère publique. Et on ne s'interdit pas d'ailleurs d'étudier des cas qui n'ont pas eu tout le succès mérité. On apprend souvent beaucoup de ces erreurs. Ensuite, de l'immersion dans ce qu'on peut appeler des séquences de découverte, d'immersion dans des services publics en cours de transformation. Et là, à égalité de voix dans les services de l'État, comme ceux des collectivités et bien entendu ceux de l'hôpital aussi. Voilà, sur le terrain, voilà. En immersion totale, aux côtés et au contact de gens qui mènent des opérations de transformation, c'est très important. Et puis après, de revenir pour faire un peu de design thinking dans des labs, des partenaires de cette formation avec qui nos auditeurs pourront comme ça imaginer des voies de solutions. Donc on peut dire une pédagogie plurielle avec différents modes d'apprentissage. Bien sûr, je pense que pour des professionnels en activité qui ont terminé il y a quelques années leurs études, on va dire un peu plus didactiques, eh bien, il faut quelque chose qui soit suffisamment pratique pour leur permettre, parce qu'ils ont une bonne connaissance du sujet, c'est pour passer de la connaissance à la compétence opérationnelle. Donc les accompagner, en même temps qu'ils poursuivent leur vie professionnelle, leur carrière, les accompagner dans cette acculturation à la transformation de l'action publique. Voilà. Et une promo, c'est 30 personnes, c'est ça ? 30 personnes, oui. 30 personnes par promotion, et je vous le disais, l'idée est un bon équilibre, un juste équilibre des choses, c'est qu'il y ait autant d'auditeurs qui viennent de la sphère privée que de la sphère publique. Et la sphère privée est d'ailleurs très présente dans la sphère publique lorsque on parle d'entreprises qui, le plus souvent, assurent des missions de service public. Il y a beaucoup de domaines, et on en parle ici, et la Banque des Territoires connaît bien ce sujet-là. Il y a beaucoup de domaines où le privé est chargé d'une mission de service public d'intérêt général, et les cadres de ces entreprises-là participent aussi à la conduite du changement de l'action publique. D'où l'importance de se rencontrer et d'apprendre aussi l'un de l'autre.
Alors c'est l'hybridation des méthodes. Hein, j'ai moi dans mon domaine d'expertise un certain nombre de savoir-faire. On a beaucoup vu à la rédaction d'Acteurs Publics des gens du privé arriver un peu en donneur de leçons dans le secteur public. On leur déconseille de faire ça parce que si personne ne met en cause le fait qu'ils connaissent leur métier, mais je crois que c'est très important aussi de comprendre l'environnement du secteur public, de s'y adapter si on veut être efficient, parce que sans quoi on perd une grande partie de sa qualité professionnelle. Quelle est votre ambition, plus largement, avec ce nouveau cycle ? Alors écoutez, vous le disiez en début d'interview, Acteurs Publics s'est transformé en entreprise à mission il y a maintenant 3 ans. Et l'idée, c'est une attitude d'intérêt général, c'est qu'on pense qu'une rédaction comme la nôtre, qui connaît bien ce sujet, qui connaît bien les acteurs à l'intérieur des 3 versants de la fonction publique, eh bien, c'est de favoriser et d'aider, d'accompagner ces acteurs publics dans la conduite de leur transformation, de leur changement. C'est réellement d'intérêt général et c'est la raison d'être d'une entreprise à mission, servir l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Oui, écoutez, vous pouvez nous souhaiter que Acteurs Publics continue à réunir autant de lecteurs. On est d'ailleurs très fiers d'avoir été choisi par la Banque des Territoires pour être partenaire de cet événement. Vous savez, Acteurs Publics, c'est d'abord un magazine, mais c'est aussi une newsletter quotidienne adressée à plus de 200 000 personnes tous les jours. C'est un site classé parmi les 10 premiers sites B2B en France, avec 1 million de visiteurs uniques par mois. On a ici beaucoup de nos abonnés et de nos lecteurs. C'est une web TV. On reprogrammera d'ailleurs cette interview avec plaisir. Et puis, ce sont des événements dont on est partenaire, comme celui d'aujourd'hui, et puis beaucoup d'événements qu'on organise nous-mêmes, pratiquement une centaine chaque année, pour donner la parole aux acteurs publics et justement favoriser ce débat, cette émulation entre tous ces acteurs qui partagent, qui ont chevillé au corps ce goût du service public bien fait et de l'intérêt général. Merci beaucoup Pierre-Marie Vidal. Donc lancement en septembre 2024 avec la première promo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve Valérian. Oui, merci Caroline. Nous allons maintenant entrer en immersion au cœur des territoires et plus précisément on va s'intéresser à la ville de demain avec ton prochain invité. Oui, mon prochain invité qui est Nicolas Joly, directeur général d'ICAD. Bonjour Nicolas Joly. Bonjour Caroline. En introduction, peut-être juste rappeler que ICAD est une foncière de bureaux, également un promoteur logement tertiaire et équipement public. Votre ambition est de bâtir la ville de 2050. Comment est-ce qu'on fait plus précisément ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un acteur comme ICAD ? Merci Caroline d'abord pour cette présentation et peut-être juste pour compléter au-delà de qui on est aujourd'hui, ICAD c'est aussi une histoire parce qu'on fêtera nos 70 ans cette année et tout au long de cette histoire on a toujours eu la Caisse des dépôts comme actionnaire de référence, donc on fait plus que jamais partie du groupe Caisse des dépôts. Et oui, et vous avez raison, bâtir la ville 2050 c'est effectivement l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre du nouveau plan stratégique Reshape qu'on a présenté justement au marché il y a quelques mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà évoluer dans un champ de contraintes. Ça veut dire qu'il faut aller vers la densification pour éviter l'étalement urbain. Ça veut dire qu'il faut s'adapter au changement climatique. Il faut être capable de faire revenir la nature au sein de la ville, désartificialiser des espaces et puis répondre aux nouveaux usages, que ce soit à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'immeuble. Donc il faut répondre à ce champ de contraintes. Très modestement, on ne répondra pas tout seul. Donc il faut répondre avec l'ensemble de l'écosystème, il faut répondre avec les élus, les collectivités locales qui sont nos premiers partenaires publics, partenaires parapublics et puis des partenaires privés aussi pour être capables ensemble à la fois de réfléchir, d'innover pour construire, bâtir cette ville 2050. Et vous êtes un acteur important de cet écosystème. Si on se projette justement dans cette ville de 2050, à quoi ressemblera-t-elle et est-ce qu'on vivra différemment dans cette ville de 2050 ? Là, c'est aussi une affaire de conviction. Alors écoutez, nos convictions, elles sont doubles. Ça sera avant tout une ville mixte. Plus mixte à l'échelle du quartier. On le voit, nous, on travaille à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier. Et on le voit
Là où vous aviez historiquement des quartiers très monovalents, très spécialisés, résidentiels, bureaux, aujourd'hui, il y a cette envie, dans les nouveaux usages, de réintroduire de la mixité. Donc, vous avez du commerce qui va côtoyer du bureau, qui va côtoyer du logement, qui va côtoyer du service et même de l'activité. Et ça, on pense que ce mouvement, il va s'accentuer. C'est comme ça qu'on imagine la ville de demain. Et puis, deuxième conviction, elle sera durable. La ville de demain, résolument, elle sera plus verte. La part belle à la nature, aux espaces verts, mais pas uniquement l'acte de réintégrer la nature, il faut aussi que la nature puisse y prospérer. Et alors la bonne nouvelle, c'est que les solutions techniques existent déjà. Nous, on travaille chez ICAD avec un certain nombre de startups, notamment Vertuo, qui construit des aménagements publics qui visent à, par exemple, récupérer l'eau pour nourrir directement les espaces verts. Et ça, c'est tout l'enjeu de la faire vivre. Et puis, au-delà des solutions techniques, vous avez déjà des morceaux de ville 2050 qui existent ou qui sont en cours de construction. Et j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un autour du projet d'Odessa qu'on a à Lyon, qui est typiquement un exemple de partenariat main dans la main avec les collectivités locales, où on vient prendre 2 bâtiments historiquement très monovalents pour réfléchir à l'échelle du quartier, en faire un ensemble très mixte, transformant un des 2 bâtiments, maintenant du bureau mais en amenant autre chose, et puis en faisant revenir la nature autour de ça. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en cours de construction. Comme vous le dites, la ville de demain se construit déjà maintenant. Alors, j'aimerais qu'on vienne sur la loi climat et résilience qui pose un objectif de zéro artificialisation nette, le ZAN, à horizon 2050, qui a été initié au préalable dans le plan biodiversité de 2018. Je rappelle juste qu'il s'agit de maintenir l'équilibre entre les sols artificialisés additionnels qui perdent leur fonction naturelle pour permettre les activités humaines et l'évolution des sols dits renaturés. L'objectif est de réduire par 2 la consommation d'espace d'ici 2030. Comment est-ce que vous saisissez de ces enjeux du ZAN ? Le ZAN, c'est vraiment un enjeu majeur qui va nous permettre de nous réinventer en profondeur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer au cœur des réflexions pour changer aussi notre manière de faire, notre manière de construire, notre manière d'accompagner la ville dans le temps long. Et donc on le raisonne de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'on essaie de l'intégrer le plus tôt possible dans la conception aux 2 échelles que je vous évoquais, qui est à l'échelle de l'immeuble et qui est à l'échelle du quartier. Parce que le ZAN, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout retravailler la ville sur la ville. Vous prenez un quartier de ville, vous allez le porter, vous allez le transformer, vous allez le faire évoluer. Et en réalité, la ville de 2050, elle existe déjà à 80% parce que c'est ces morceaux de ville qu'on va retravailler. Et donc, si on parle à l'échelle de l'immeuble, nous, on développe, par exemple, sur du tertiaire qu'on évoquait tout à l'heure, une offre spécifique qui s'appelle Afterwork, qui vise à justement prendre des immeubles de bureaux, les transformer, en changer l'usage pour en faire du logement, des écoles, des résidences étudiantes, à des endroits où le bureau n'a plus demain sa place. Ça, c'est le premier exemple. Et puis, vous pouvez aussi travailler des espaces qui sont beaucoup plus vastes. Moi, j'ai passé un certain nombre d'années dans le commerce, dans le retail. Je connais bien ces sujets d'entrée de ville. Par exemple, c'est un sujet qui est d'actualité. Là aussi, il faut le travailler avec les collectivités locales. Et on a développé chez ICAD une offre qui s'appelle Ville en Vue, qui a justement vocation à travailler l'ensemble de ces espaces-là, à la fois pour optimiser les espaces pour les gens qui sont déjà là, les commerçants qui fonctionnent, et puis les densifier, ramener de la mixité, du logement. Donc, vous voyez, à la fois, on change nos manières de construire, de concevoir, de se penser nous-mêmes, et on développe des offres adaptées échelle par échelle. On peut dire que vous œuvrez donc à la transformation des bâtiments dans une logique de reconstruire la ville sur la ville, comme vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous avez des exemples de réalisation à nous partager ? Là, on va manquer un peu de temps, Caroline, parce que j'ai une longue liste. J'ai une longue liste d'exemples que je serais ravi de partager avec vous. Non, peut-être pour en prendre 2. À Neuilly, par exemple, où dans l'évolution à l'échelle de l'immeuble, on travaille main dans la main avec la collectivité pour prendre un ancien bâtiment qui était l'ancien hôtel Crown Plaza, qu'on réhabilite. Et on a réfléchi avec la collectivité au meilleur programme. Et là, c'est du résidentiel, mêlant à la fois du haut de gamme et du résidentiel social. Et tout ça nous permet de réduire l'empreinte carbone de 30 à 40% par rapport à ce qui aurait été un projet normal. Et puis, si on reste sur le territoire lyonnais, donc je vous parlais du quartier de la Part-Dieu, le projet Odessa qu'on a, donc, qui est le 2e quartier d'affaires du territoire national. Et bien, quelques mètres plus loin, on a là aussi un autre projet, l'ancien siège d'Areva Framatome. Vous avez un ensemble d'immeubles et une grande tour. Et bien, on va garder des bureaux sur tous ces immeubles plus horizontaux. Sur la grande tour, on va en faire là aussi du logement haut de gamme et du logement social avec
des vues d'ailleurs sur Notre-Dame de Fourvière qui sont très agréables. Et puis on a encore à Lyon d'autres projets. Là, on est sur un territoire qui fonctionne très bien. Notre exemple, la tour du cirque, l'ancien institut de la recherche contre le cancer, projet qu'on a gagné avec Redman en copromotion. Donc il faut vraiment travailler avec l'écosystème, où là aussi, on va être capable de faire un morceau de ville 2050. Et puis, je vais quand même finir par le village des athlètes, parce qu'on est dans la séquence olympique. Comment ne pas en parler ici ? Effectivement, et là c'est un projet groupe, un projet Caisse des dépôts. Vous avez évidemment la Banque des territoires, CDC Habitat, Biodiversité et GIS, enfin nous aussi. Et là on a réduit l'empreinte carbone par 2. C'est un concentré d'innovation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 4-5 ans c'était une friche industrielle. Aujourd'hui c'est un quartier entier qui est sorti, 50 000 m², 600 logements demain. Un concentré d'innovation à l'échelle. Et c'est ça qui est magnifique, c'est de voir que dès aujourd'hui, on a un morceau de la ville 2050 qui est déjà construit et qui sera bientôt habité. Et je me permets juste de revenir sur les usages, parce que vous parlez de la ville de Lyon. Il me semble qu'il y a également une expérimentation que je trouve incroyable qui s'appelle la rue des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, on a vocation au sein de cette rue à faire interagir l'ensemble, si vous voulez, des habitants, des occupants de ces espaces-là dans le quartier. C'est pas uniquement des bureaux, des commerces, c'est des espaces de vie qu'on va intégrer dans ces immeubles pour que l'ensemble du quartier, ensemble, puisse interagir dans ces forums, ces associations, pour que justement les gens vivent au sein du quartier et non pas immeuble par immeuble. Et pour conclure, j'aimerais juste vous poser une dernière question concernant justement la transition environnementale dont vous vous saisissez. On entend de plus en plus parler des enjeux de l'adaptation. Comment est-ce que vous vous saisissez justement et comment est-ce que vous œuvrez au respect de l'adaptation dans le cadre de vos activités ? En fait, il faut essayer de concevoir nos immeubles un peu en avance sur leur temps. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Par exemple, aujourd'hui, quand on dépose des permis de construire sur des nouveaux ensembles qu'on va développer, on essaye d'avoir et on se fixe des objectifs très concrets là-dessus, au moins 2 ans d'avance sur la réglementation. On s'adapte aussi en utilisant l'innovation comme un catalyseur de toute cette transformation-là. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs très précis, très quantifiés sur des sujets climat, carbone, sur des sujets de biodiversité, parce que les deux sont intrinsèquement liés, et on utilise l'innovation, comme Berthaud que je vous citais tout à l'heure, mais on a une quinzaine de startups qui amènent des nouveaux matériaux, des nouvelles manières de penser, comme un catalyseur de ces modes transformationnels pour nous permettre de nous repenser. Voilà un peu comme on essaye modestement de s'adapter aux enjeux de demain. Merci beaucoup, merci Nicolas Joly pour votre présence aujourd'hui et nous avoir partagé l'ensemble de ces éléments et ces informations. Merci. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Et Valérian, oui. Nous poursuivons, je te retrouve. Nous poursuivons notre programme avec, on peut dire, une vision prospective, un pas de côté. On va s'intéresser à l'attractivité des territoires. Oui, et d'ailleurs, tu vas le voir, notre invitée n'aime pas forcément ce terme d'attractivité, donc on va en parler avec elle. Il s'agit de Gabrielle Alperne. Bonjour Gabrielle Alperne. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous connaissez très bien les territoires, vous êtes philosophe de terrain, on peut peut-être le dire comme ça. Vos travaux de recherche portent principalement sur l'hybridation, mais j'aimerais d'abord vous entendre sur ce qu'on vient de dire avec Caroline. Vous n'aimez pas forcément la formule attractivité des territoires, pourquoi ? Oui, alors effectivement, c'est une expression qui est utilisée par un certain nombre d'élus, d'administrations, voilà, en mettant en avant cette idée d'attractivité des territoires. Je trouve qu'il est plus intéressant de parler d'hospitalité des territoires. Alors, c'est pas juste par coquetterie linguistique, mais parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas vraiment la même idée. Alors, tout d'abord, ce terme d'hospitalité, qui peut sembler un peu vieillot, il me semble vient finalement cristalliser peut-être toutes les grandes questions, les grands défis de notre époque. La question de l'hospitalité, c'est-à-dire quelle hospitalité, comment est-ce qu'on accueille eh bien, la jeunesse, les jeunes générations, comment est-ce que l'on continue à accueillir les personnes âgées, la vieillesse, comment est-ce qu'on accueille la nature, ce sont toutes les questions écologiques. Donc on voit bien que cette question de l'accueil, de l'hospitalité est peut-être au centre du jeu. Et quelle est la distinction que je fais entre attractivité et hospitalité ? En fait, dans l'idée d'attractivité, l'attractivité, elle relève du registre de la séduction.
Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a un joli climat, on a un beau patrimoine, on a des choses comme ça qui sont attractives. Voilà, donc on est dans le registre de la séduction. L'hospitalité est une notion que je trouve plus intéressante parce qu'elle relève du registre de la sollicitude. Et on voit bien que ça n'est effectivement pas du tout la même chose. Donc il y a effectivement cette notion de soin, mais c'est aussi en fait toutes les actions que l'on met en œuvre pour pouvoir effectivement montrer que ce soit les entreprises, les artistes, les étudiants, les personnes âgées, etc., comment est-ce qu'on va les accueillir. Donc je trouve que cette notion effectivement d'hospitalité est beaucoup plus riche et en termes de politique publique, elle se traduit bien autrement que cette simple notion finalement d'attractivité. Comment justement elle se traduit? Comment elle peut se traduire? En fait, ce que je trouve intéressant, et moi c'est pour ça que je travaille sur cette question d'hybridation depuis près de 15 ans. Par l'hybridation, c'est ce terme qui semble un peu barbare, en fait j'entends tout simplement cette idée de créer des ponts entre les mondes, entre les citoyens, entre les générations, entre les métiers, entre les secteurs, entre les territoires. Comment est-ce que l'on va finalement, à l'échelle d'un territoire, relier tous ces différents acteurs? Je vous donne un exemple très concret, une initiative que j'ai vue récemment dans un territoire, un office de tourisme qui finalement s'est dit, ma cible, est-ce que ce sont seulement les touristes étrangers ou est-ce que ce sont peut-être les futurs ou les nouveaux habitants du territoire? Et donc cet office du tourisme a fait un certain nombre de partenariats avec des agences immobilières, avec la crèche, avec l'agence Pôle emploi local, etc., en se disant finalement, comment est-ce que moi, en tant qu'office du tourisme, je suis chargé aussi de l'hospitalité, de l'accueil des nouveaux arrivants, en les aidant à trouver une place à l'école ou à la crèche pour leur enfant, à trouver un emploi pour leur conjoint, à trouver un logement. Voilà, c'est ça finalement cette idée d'hospitalité. Donc, de manière très concrète, et c'est vraiment ce que j'entends par hybridation, comment on fait des liens, des partenariats entre les différents acteurs du territoire. Alors, est-ce qu'on peut parler d'innovation territoriale maintenant ensemble? Qu'est-ce qu'il y a en termes d'innovation dans les territoires? Oui, alors c'est une question qui est intéressante parce que, en fait, je trouve que c'est un peu terrible parce qu'aujourd'hui, quand on pense innovation, on pense tout de suite au numérique. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage parce que je trouve que le numérique a rendu notre imagination paresseuse. Il y a évidemment des choses extraordinaires que le numérique permet, des choses moins extraordinaires d'ailleurs, mais en tout cas, bien sûr, c'est un levier d'innovation. Mais il y a tellement d'autres manières d'innover et on l'oublie. Innovation en termes juridiques. Et clairement, sur la question effectivement territoriale, la question juridique est importante, notamment sur les sujets publics-privés, notamment sur les questions effectivement de ressources humaines. Et même voilà sur, vous l'avez dit, l'innovation territoriale. Il y a des manières d'innover. Je vous donne un exemple concret que je trouve intéressant, qui malheureusement, c'est un outil qui est trop peu utilisé par les territoires, mais certains ont sauté le pas. C'est ce qu'on appelle ces contrats de réciprocité. C'est une collectivité qui a telle ou telle ressource, va effectivement aller faire un partenariat, c'est un peu comme une sorte de troc, avec une autre collectivité qui bénéficie d'autres ressources. Et comment est-ce que par échange de bons procédés, réciprocité, elles vont pouvoir faire des choses ensemble. L'innovation, c'est aussi ce genre de choses, se dire finalement comment est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, on va penser un peu au-delà des frontières de mon territoire et on va donner un sens finalement au bassin de vie, c'est-à-dire là où habitent les habitants, les citoyens tout simplement. Créer des ponts, c'est ça? Voilà, on revient toujours à la même idée. On revient toujours à la même idée. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, on va le voir tout à l'heure, et vous développez dans vos ouvrages la notion de responsabilité territoriale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, là aussi, parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité sociale, on parle beaucoup de la responsabilité environnementale, mais la responsabilité territoriale, c'est encore autre chose. C'est comment est-ce que chaque acteur d'un territoire, pas seulement les entreprises, pas seulement les collectivités, mais chaque acteur d'un territoire, un hôpital, un hôtel, un restaurant, enfin une crèche, peu importe, chaque acteur d'un territoire, finalement, se sont responsables de son territoire. Et alors, ça va se manifester de manière extrêmement simple, encore une fois, par cette logique de partenariat. Exemple concret. Depuis des décennies, on fait faire des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Bon, à la fin de l'année, ces bouts de papier finissent à la poubelle. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'apprendre la grammaire et l'orthographe aux enfants en leur demandant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite en face de l'école? Voilà, c'est ça la responsabilité territoriale. Comment est-ce qu'on fait un lien entre l'hôpital, l'école, les hôtels, les restaurants, etc. Je vous donne un autre exemple intéressant aussi. L'année dernière, au plus fort de la crise énergétique, on a un certain nombre d'acteurs dans un territoire qui ont innové, qui ont pour moi incarné cette idée de responsabilité territoriale. On a des directeurs d'hôtels, des restaurants, on a aussi des cantines collectives d'institutions publiques, d'écoles, voilà. Donc on a du public, on a du privé et du privé hyper concurrentiel qui finalement se sont dit bon, on va mutualiser nos biodéchets pour faire de la méthanisation et produire ensemble de l'énergie.
ça c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, c'est une forme d'innovation. Et comment est-ce que finalement, on dépasse un peu la concurrence sur des sujets effectivement très concrets. On allie effectivement le public et le privé, là encore, sur une action très, très concrète. Et comment concrètement on fait avancer le territoire. Voilà. Tout simplement, c'est ça la responsabilité territoriale. Et comment on le développe à plus grande échelle? Parce que là, on a des exemples, mais il y a des exemples concrets, effectivement. Oui, alors cette question du passage à l'échelle, elle est étonnante parce que finalement, quand il y a une bonne idée, on se dit tout de suite, il y a un super concept, on décline. Bon. Oui, mais en fait, la langue française dit bien les choses, décliner. Voilà. Quand quelque chose décline, ça décline. Bon. Je trouve que, en tout cas, moi, avec cette philosophie de l'hybridation, ce que je défends, c'est l'idée aussi de se réconcilier avec l'idée de singularité. Voilà. Ce qui est vrai ici, c'est pas forcément vrai là. Ce qui a été juste ici et pertinent ici, sur ce territoire-là, n'est pas forcément vrai là, ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reproduire des choses, mais en tout cas, cela nécessite peut-être de transposer. Et on est trop souvent sur une idée de standardisation, d'industrialisation comme ça, des idées ou des pratiques, qui du coup parfois vont un peu à l'encontre justement de cette idée de proximité, de singularité des territoires. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cet événement qui s'appelle le Printemps des territoires, Gabrielle Alperne. Le printemps, il représente l'espoir. Vous avez de l'espoir par rapport à l'avenir ? Oui, alors ça paraît toujours étrange de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement désespérés autour de nous, mais ça me fait penser à une phrase d'Albert Camus qui disait que celui qui désespère ses contemporains est un salaud. Voilà. Et malheureusement, effectivement, il y en a beaucoup autour de nous. Moi, en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir finalement comment est-ce que par ces coups de projecteur, ces petites choses, ces petits signaux faibles de réconciliation, ces petits signaux faibles de bonnes pratiques, de choses qui montrent que, non, tout n'est pas fichu. Il y a des choses qui montrent que nous ne sommes pas acculés à l'impuissance et on peut finalement retrouver en tout cas une forme de citoyenneté et en tout cas une forme d'espoir. Hein. Donc moi, en tout cas, dans mon travail en tant que philosophe, et c'est pour ça que je vais sans cesse sur le terrain, effectivement, aller voir ce qui marche et comment effectivement, redonner des signes d'espoir. Et justement, quand vous êtes sur le terrain, il y a de l'espoir quand vous rencontrez c'est ça ce qui est intéressant, c'est que oui, bien sûr, il y a plein de bonnes idées, il y a plein d'initiatives intéressantes, de gens qui sont peut-être un peu plus courageux que les autres et qui peut-être d'une manière un peu transgressive, parce que finalement cette idée d'hybridation c'est bien ça, c'est sortir des silos, sortir des cases. Alors ça nécessite un certain esprit de transgression, mais on peut assumer cet esprit de transgression parce qu'à mes yeux c'est une transgression généreuse. Voilà. Et je pense qu'il est vraiment temps de mettre la lumière sur ces initiatives-là, sur ces courageux-là, de manière à ce que cela puisse donner du courage aux autres. Merci beaucoup, Gabrielle Alperne. Je rappelle, et je le disais tout à l'heure, restez avec moi encore un petit instant. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres références, dont celui-ci que je montre, qui est Tous Centaures, éloge de l'hybridation. Très rapidement, aux éditions Le Pommier. Vous y racontez quoi, ce qu'on vient de se dire là, l'hybridation Oui, c'est-à-dire que notre société crève de ces silos, de ces cases, des étiquettes qu'on passe notre temps à coller sur les uns et les autres. Et donc voilà, comment est-ce qu'on crée des ponts entre les mondes ? On peut le lire dans votre ouvrage Tous Centaures, éloge de l'hybridation. Merci beaucoup, Gabrielle Alperne. Merci d'être venue. Merci à vous. Merci. Dans le studio. Et Valérian, nous approchons doucement de la fin de notre programmation du studio. Il nous reste encore 2 invités à accueillir, mais on peut d'ores et déjà dire que les premiers échanges étaient passionnants. On a appris plein de choses. Oui, c'est vrai. On a parlé, de mon côté en tout cas, hospitalité des territoires. On vient de le voir avec Gabrielle Alperne. On a parlé du village des athlètes pour les JO 2024. On a également appris que 80% de la ville de demain, de 2050 était déjà là, était déjà construite ou du moins en cours de construction. On a parlé de la mutation des usages, que ce soit le train avec quelque part une disparition dans quelques années de la classification loisirs et business, des logements où on mélangera les quartiers d'affaires, le logement, les commerces. On a parlé de la formation de la fonction publique avec la nécessité que le public et le privé coopèrent davantage. Et puis on vient également d'évoquer le sujet de la coopération et de la mutualisation avec la responsabilité territoriale, comme le disait Gabrielle. Exactement, et on va maintenant accueillir notre prochain invité. Exactement, on va évoquer le sujet de la fibre pour des territoires plus connectés. Et nous rejoint dans un instant Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, directeur général délégué du groupe Caisse des Dépôts. Bonjour, rebonjour Olivier Sichel. Bonjour Valérian. Tout va bien ? Tout va très bien, tout va très bien. Il y a une ambiance, il y a beaucoup d'énergie, oui. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a des choses qui me touchent, c'est des remerciements de maires qui disent qu'on les a accompagnés. Donc ça fait plaisir et ça recharge en énergie la Banque des Territoires, ça la recharge en projet, ça relance la mécanique avec beaucoup d'innovation, beaucoup de choses à partager. On se dit qu'on peut aller encore plus loin, c'est vraiment un sac sert pour nous, le Printemps des Territoires. Et là ensemble, nous allons parler de la fibre. Ouais. Olivier, 10 ans déjà à la création de la Banque des Territoires, vous avez annoncé œuvrer pour des territoires plus connectés.
Et l'ambition, c'était d'apporter le très haut débit partout, y compris dans les territoires les plus reculés et les plus... pour chacun des Français, en tout cas. Hein, c'est l'ambition. Vous en êtes où, justement, Olivier Sichel, aujourd'hui? Alors on est à peu près à 85% du programme. Quand je suis arrivé, quand on a créé la Banque des Territoires, on était au tout début, il y avait 500 000 prises en débit dans les zones rurales. Il faut en faire 11 millions et on est à peu près à 10 millions. Ça va très très vite. Il y a des territoires qui sont connectés à toute vitesse. Il y avait le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. Chez lui, on est à 40 000 prises tous les mois. Donc ça va très très vite. Tout le monde a joué le jeu. C'est un chantier industriel dont on ne se rend pas compte. Il faut déployer des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres de fibres en aérien sur des poteaux, ouvrir les trottoirs, les raccorder, faire ensuite que les opérateurs de détail, ceux qu'on connaît tous, les Orange, Free, Bouygues, viennent et se branchent sur des réseaux qui sont des infrastructures communes. Ça a été un gigantesque chantier que la France a réussi. Et ce n'est pas le cas partout, Valérian. Si vous allez en Belgique, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, les zones rurales sont beaucoup moins desservies et tout le monde se plaint et tout le monde dit qu'il y a une fracture numérique. Cette fracture numérique, on a réussi tous ensemble à la résorber en France. Alors justement, ça m'intéresse. C'est quoi les clés du succès effectivement, comment on réussit un projet comme celui-ci, avec peut-être aussi autant d'acteurs mobilisés? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un cadrage qui a été posé par l'État, il y a eu une volonté politique. Tout le monde a dit au départ, il faut qu'il y ait 100% du territoire connecté. Mais dans ce cadrage général, il y a eu beaucoup de souplesse faite aux collectivités locales. Il y a eu des déploiements qui ont été faits à l'échelon régional. Je pense à la région Grand Est, et on avait fait un printemps des territoires avec Jean Rotner, qui était à l'époque président, où il avait décidé, moi ce sera toute la région Grand Est qui sera connectée, et je fais ça à l'échelon régional. C'est réussi, c'est terminé. Vous en avez d'autres, ça a été à l'échelon départemental. Ça a été le cas du Var, ça a été le cas de l'Hérault. Il y a d'autres cas où ça a été plusieurs départements qui se sont mis ensemble. Et aussi, les modèles économiques des délégations de services publics ont été véritablement sur mesure. Ce qui est sûr, c'est que du côté de la Banque des Territoires, on a mis à peu près 2 milliards. 1 milliard en investissement, 1 milliard en prêt pour accompagner à chaque fois les développements. Et puis, il y a eu les opérateurs qui ont joué le jeu. Ça n'a pas toujours été facile. Vous allez entendre ici ou là des gens qui se disent « Ouais, d'accord, mais pour une prise branchée, il y a 2 prises qui sont débranchées. » Parce que c'est compliqué. On intervient tous sur le même réseau. Mais, in fine, petit à petit, on arrive à avoir cette couverture maximale du territoire. Et comment, justement, en tant que financeur, on s'assure que tout se passe bien avec tout le monde ? On est très opérationnel. On a fait des comités opérationnels. Moi, je me souviens d'endroits où ça se passait mal, où on disait on a un problème de recrutement des compétences. Hein, on a un problème de soudurier. Formons-les. Et les régions, elles ont la compétence de formation. On fait un atelier de formation. On disait on a un vrai problème avec nos amis d'Enedis qui ne veulent pas raccorder les prises sur les poteaux. Mettons-nous autour de la table, discutons avec Enedis. On a trouvé une solution. On a eu un problème à un moment avec les droits de passage sur les ONF. Enfin, tout ça a été une aventure industrielle, mais à chaque fois, on a dit voilà, on se met autour de la table, on trouve ensemble des solutions, mais on ne lâche rien. Le sujet, c'était de dire chaque fois, ok, vous avez ce problème-là, on le prend en compte, on va essayer de trouver une solution et on se revoit dans 2 mois, on se revoit dans 3 mois pour avancer. Et j'imagine, pour porter cette vision commune, il faut une bonne communication, et c'est aussi un des points forts de la Banque des Territoires, qui connaît bien ses territoires. Oui, chaque fois, on a fait des inaugurations lorsqu'on ouvrait ce qu'on appelle des nœuds de raccordement optique, et on a dit voilà, la fibre arrive, et les gens l'attendaient, parce que faut bien voir que quand vous n'avez pas la fibre, vous êtes un peu un citoyen de second rang. Vous n'avez pas accès à la distraction, vous n'avez pas accès à la communication, vous avez difficilement accès au télétravail. Donc les gens l'attendaient et chaque fois on a réussi à communiquer. Et puis la chance qu'on avait, c'est que vous jouez sur des grosses masses. À 10 millions, quand je dis 40 000 raccordements en ce moment sur la région Bretagne, ça se voit, quoi. Ça veut dire que toutes les semaines, vous avez des villages qui ouvrent et qui disent ça y est, on a un raccordement de la fibre optique. Donc ça, c'était une espèce de grande vague qui a mis du temps quand même au démarrage. Les gens n'étaient pas sûrs que ça fonctionne, mais qui a été un très très grand succès. Concrètement, et vous l'avez déjà un petit peu abordé, la fibre, ça change quoi pour les Français? Parce qu'on parle beaucoup, enfin on parle de la fibre, mais concrètement, alors, dans le quotidien. Ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on fera une émission qui sortira le 10 juin, où il y aura à la fois les grands opérateurs, Xavier Niel de Free, Christelle Heidemann d'Orange qui en parleront. Mais on a voulu aussi aller du côté des usages. L'éducation en ligne, on a connu cette phase de Covid. Vous suivez pas votre école en ligne si vous êtes en bas débit. Et donc ça change l'accès à tout un système d'éducation. Il y aura par exemple Educarté qui expliquera comment ça fonctionne Educarté. Il y a la santé.
les solutions de santé, vous ne partagez pas de l'imagerie médicale, vos radios, votre IRM, quand vous êtes en bas débit, ça ne marche pas. Les entreprises. Aujourd'hui, aucune entreprise ne s'installe dans un territoire s'il n'est pas connecté au haut débit. Donc vous voyez, ça change quand même énormément de choses. Vous l'avez déjà dit, il y a une émission effectivement qui est programmée au mois de juin pour célébrer ce succès, parce que oui, on peut être fier, on peut dire c'est un succès, Olivier Sichel. C'est important de le répéter. C'est un énorme succès parce que les gens se le tiennent pour acquis et disent bah voilà, j'ai eu le très haut débit, c'est déjà derrière moi, maintenant trouvez-moi le médecin, on est passé à autre chose. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà fait quelque chose d'énorme dont les gens profitent chaque jour, tous les jours, qui est l'accès au très très haut débit. Et on avait envie de revenir parce que ça a été une aventure industrielle importante. Aujourd'hui, les gens voient ça comme une grande simplicité en disant voilà, je suis dans un petit village, à Nuel-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire, j'ai la fibre, je me branche, j'achète ma box et j'ai accès à tout. En réalité, c'est pas aussi simple que ça, quoi, hein. Il faut raccorder la fibre, faire en sorte que tout ça soit interopérable, que tout le monde se mette d'accord sur les prix, sur les tarifs, et d'avoir réussi à conduire ce chantier en temps record. Merci beaucoup, Olivier Sichel. Et je propose à ceux qui nous suivent de voir le teaser de cette émission Rencontre en territoire connecté dont vous parliez il y a un instant. Et je crois que nous sommes connectés. Merci Valérian. Oui, en effet, tu allais dire que je suis avec Gilles Averrousse, et c'est vrai. Bonjour Gilles Averrousse. Bonjour. Vous êtes maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole et également président de l'association Ville de France. Et récemment, vous avez revendiqué dans une tribune qu'on va évoquer dans un instant l'importance que les centres-villes soient davantage soutenus. Juste avant, il me semblait important peut-être de rappeler quelle est la genèse du programme Action Cœur de Ville qui a été lancé en 2018. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse et l'ambition de départ? Alors, la genèse du dispositif Action Cœur de Ville et de la création de ce programme national co-construit par des travaux qui étaient à l'origine portés par la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, le gouvernement et l'association des villes de France, Fédération des villes moyennes à l'époque, devenue Ville de France, c'était de faire un constat que les centres-villes avaient perdu en attractivité. Et pas que commercialement parlant. Évidemment, commercialement parlant, depuis les années 70, avec le développement des zones périphériques, avec aussi le départ d'une population qui, avant, occupait et faisait le dynamisme économique des centres-villes, qui avait choisi un autre modèle d'habitat, plutôt pavillonnaire, plutôt en périphérie. On faisait face à une paupérisation de l'offre commerciale et du coup une baisse d'attractivité de nos cœurs de ville, des villes moyennes. Donc ce constat a amené à l'époque le gouvernement et les partenaires qu'on avait l'habitude de trouver autour d'autres dispositifs. Je pense notamment au renouvellement urbain. Autour de la table, vous aviez la Banque des territoires, vous aviez l'Agence nationale de l'habitat, Action Logement. Et bien ces mêmes partenaires, avec les élus locaux, ont décidé de prendre ce sujet du dynamisme des centres-villes à bras-le-corps, et de porter un programme national qu'on a appelé Action Cœur de Ville et qui a démarré au 1er janvier 2018. Est-ce que vous pouvez nous partager un ou deux exemples de redynamisation de centres-villes qui sont particulièrement réussis selon vous ? Alors, des exemples, on en a des centaines. Il y a une particularité qui fait la différence du programme Action Cœur de Ville, c'est que les villes ont été labellisées. Au départ, il y en avait 234. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 240, près de 250. La spécificité, c'est qu'il y a autant de programmes qu'il y a de villes éligibles. Il y a un cadre national, mais chaque ville, sous l'égide d'un chef de file, qui est la maire ou le maire, a décidé de faire son plan d'action. Et quand on prend aujourd'hui ce qui a fonctionné, parce que ce programme, il a fonctionné, on le sait, on mesure souvent avec la réduction de la vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de cellules qui sont désormais occupées comparé à celles qui étaient vides en 2017. On voit que dans les villes, Action Cœur de Ville,
le dynamisme est revenu, c'est-à-dire que la vacance commerciale baisse plus vite que dans les villes qui ne sont pas dans le dispositif. Et ce qui fonctionne, c'est de maîtriser le foncier. Ça a été une des clés du succès. Alors, la première des clés, ça a été d'avoir un agent dédié, un manager du commerce souvent, mais aussi un agent chargé du suivi du dispositif Action Cœur de Ville, qui fait l'état des lieux, de l'avancée des actions, de ce qui fonctionne et ce qu'il faut quelquefois modifier. Donc dans les clés du succès, ce qui vraiment change la physionomie des centres-villes, je veux dire, il y a 3 types d'actions. La première, effectivement, c'est agir sur le foncier commercial, devenir propriétaire. Ça vous permet à la fois de maîtriser le montant des loyers, qui est une des conditions essentielles de la viabilité des commerces, aussi de choisir le type de commerce que vous allez réinstaller. Le deuxième type, alors si je voulais citer des villes pour illustrer ça, Belfort par exemple, c'est une des villes qui a, par l'intermédiaire de foncières, été le plus loin dans le terme de maîtrise des emplacements commerciaux. Vous avez d'autres villes qui ont, j'étais à Montélimar la semaine dernière, c'était vraiment de leur levier d'action qui a mis en place tout un programme d'activités culturelles, événementielles et qui organise maintenant l'année près de 140 événements en centre-ville et qui amènent du flux. Ça aussi, c'est un vrai accélérateur, j'allais dire, de redynamisation du centre-ville. Vous en avez d'autres qui ont travaillé sur le logement. C'était le cas en Angoulême, c'est le cas aussi à Vitré, c'est le cas dans la commune de Dole, où si vous allez à Dole, vous allez voir, il y a 200 logements qui sont en train d'être rénovés en cœur de ville parce qu'il faut ramener de la population. Pour donner un chiffre, 40% du chiffre d'affaires d'un commerce est fait par les habitants qui habitent autour. Donc il y a une vraie nécessité de ramener de la population. Ça suppose la transformation de l'habitat, parce qu'évidemment, les couples, même les retraités cherchent un retraité. Pour s'installer en cœur de ville, il va lui falloir un appartement accessible avec un ascenseur. Ce n'est pas toujours la physionomie des appartements qu'on a disponibles. Une famille qui va s'installer, il va falloir un appartement un peu plus grand que ce qu'on a. Il va falloir de la luminosité. Ça suppose du travail avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc c'est vraiment une multitude de leviers qu'il faut actionner en même temps, y compris sur la montée en gamme des espaces publics. Ce programme Action Cœur de Ville, il a évolué, il s'est étendu par la suite. 6 ans plus tard, quel est votre état des lieux ? Alors l'état des lieux, on l'a fait à l'époque avec le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, avant que Dominique Consigne prenne la suite à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et cet état des lieux, il a amené à se dire que si les maires le voulaient, à chaque fois qu'ils le souhaitaient, donc il fallait intégrer les quartiers-gares. Quand ils étaient j'allais dire en centre-ville, la question ne s'était pas posée, ils avaient été intégrés dans la première génération, mais quelquefois votre quartier-gare, il a un peu des accès de votre centre, mais on sait que c'est une porte d'entrée pour une bonne partie, pour évidemment des touristes, mais également pour des gens qui viennent travailler. Donc ce qui a été rajouté, c'est les quartiers-gares et les entrées de ville, les pénétrantes, pour essayer d'améliorer, de redynamiser aussi ces axes pour conduire au mieux au centre-ville. Et les quartiers-gares, c'est aussi un enjeu en termes de disponibilité de foncier. Souvent dans ces quartiers, vous aviez des hangars Cernam sur les anciens trains de marchandises, la logistique, qui nous permettent avec la difficulté que ça peut avoir, parce qu'il y a une multitude de partenaires à mettre autour de la table, mais de disposer d'un foncier qui est rare et qui peut avoir une plus-value pour y faire du logement, pour y faire de l'activité de loisirs, de l'activité économique. Voilà, donc ça et pardon, je me permets quand même une question. Le fait que ce programme se soit étendu aux quartiers de gare, aux entrées de ville, est-ce que quelque part ça ne vient pas desservir le projet initial qui était dédié au cœur de ville, au centre-ville ? Excellente question. Sur les entrées de ville, quand ça a été demandé et voulu par les maires, c'était justement pour ramener du flux, pour embellir, pour avoir une continuité entre l'extérieur et le centre-ville. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu d'autres programmes, notamment sur la reconversion des zones périphériques, les zones commerciales, qui peuvent être perçues comme antinomiques. Et nous, ce qu'on dit, c'est faire attention. Effectivement, il faut une cohérence. Parce que souvent, ces zones commerciales, elles sont sur d'autres communes que la commune centre. On prône à Ville-de-France le fait de travailler à l'échelle de l'intercommunalité et que la ville-centre soit vraiment autour de la table pour valider ce qui va se faire dans ces périphéries-là et qu'il y ait un pouvoir de décision fort du maire de la ville-centre. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on aille réinvestir beaucoup d'argent public en périphérie pour recréer des cœurs de ville. Vous savez qu'on parle aujourd'hui des grands parkings de ces zones commerciales, qu'il va falloir trouver d'autres vocations, peut-être y recréer de l'habitat. On sait que les gestionnaires ont souvent envie d'y recréer comme des places de village, comme y ramener du petit commerce. On a déjà vu des boulangeries plutôt industrielles, mais il ne faut pas que ça soit en concurrence avec ce qu'on est en train de faire parce que ce qu'on a fait dans le cœur de ville apporte des résultats, on le mesure au quotidien, mais le commerce reste fragile.
on le voit, nos petits commerçants n'ont pas encore aujourd'hui une rentabilité qui est exceptionnelle. On a par contre des prix de loyer qui continuent par l'indexation sur l'inflation et tout ça à augmenter. Et donc, et notamment depuis Noël dernier, donc les 6 premiers mois de l'année sont très difficiles pour nos commerçants. Donc il ne faudrait pas aller investir en périphérie pour leur recréer de la concurrence, alors même qu'on n'a pas encore totalement réussi le challenge de la revitalisation des centres-villes. Il nous reste 3 minutes. Ça me semblait, il était important qu'on puisse s'intéresser justement face à ces problématiques. Quels sont selon vous les leviers et les solutions qui permettraient de continuer à soutenir la redynamisation des centres-villes et des cœurs de ville? Quelles seraient vos propositions? Alors très concrètement, ce qu'on demande aujourd'hui à l'État, c'est d'aller plus loin dans le dispositif et peut-être de réinitier des choses qui ont fonctionné par le passé. Si je prends un exemple très concret, on avait un fonds de soutien aux activités artisanales et commerciales qui était le FISAC, qui permettait de subventionner une modernisation d'un équipement de production ou un magasin pour un commerçant. Ça, c'était assez essentiel. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut vraiment revenir en soutien de nos commerçants, peut-être en verdissant d'ailleurs les investissements. On leur dit de ne pas fermer les portes pour garder la clim à l'intérieur, mais quand vous avez des vitrines qui datent d'il y a 40 ans et qui sont des passoires, peut-être qu'il faut les aider aussi à faire ces investissements-là. On dit aussi qu'il faut donner aux maires les outils, notamment fiscaux, pour accélérer la reconversion de bâtiments qui sont encore à l'abandon. On a une taxe sur les locaux commerciaux vacants qui n'est pas aujourd'hui assez dissuasive. C'est une revalorisation de la base commerciale. Elle a un effet psychologique, mais elle n'a pas un effet financier très fort. Donc il faut libérer la possibilité de taxer ces locaux commerciaux pour les remettre sur le marché. Voilà, il faut vraiment se poser la question de la fiscalité sur les commerces, parce que quand on compare avec la périphérie où souvent les taux d'imposition sont plus bas, il y a une vraie concurrence déloyale entre les implantations en périphérie et les implantations en centre-ville. Voilà, il y a quelques sujets. La nécessité d'avoir la maîtrise du choix d'implantation. Exactement, aussi de se dire que dans nos documents d'urbanisme, qu'on puisse choisir le type d'activité qui va être installé pour éviter d'avoir des choses annexes, trop de banques, trop de restauration rapide, trop de barbeurs. On voit une évolution aujourd'hui, plus d'un tiers des installations sont des installations sur la restauration. De restaurants. Et donc, ça change aussi la physionomie de nos centres-villes. Qui dit restaurant, dit terrasse, dit besoin de végétaliser, de créer de l'ombre, tout ça. Voilà, donc le monde change, les pratiques du commerce évoluent et il faut que nos outils évoluent aussi vite. Et c'est les propositions que vous portez, j'imagine, avec Ville-de-France. Exactement, avec Ville-de-France, avec Centre-Ville en mouvement aussi, qui est une association qui intervient beaucoup, présidée par Philippe Laurent sur ces sujets-là. Merci à beaucoup, vous. Gilles Averrousse, pour votre présence aujourd'hui. Merci encore. Et bon printemps des territoires. Et c'est la fin du programme de notre studio. Déjà, c'est passé vite. C'est passé très vite, 7h15. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va reprendre dans un instant la grande scène, mais je tenais à saluer et remercier aussi les équipes de Vélotipie qui vous permettent de suivre toute cette journée. Je suis admirative. Voilà, non mais en transcription, vous voyez, en direct, avec le sous-titrage en direct pour suivre cette journée, et c'est important. Donc voilà, comme tu le disais, reprise de la grande scène, toujours en direct sur LinkedIn, et évidemment ici au 104 à Paris, on donne la main à Acha pour la suite dans quelques minutes. Le printemps des territoires se poursuit aussi sur tous les autres espaces. À bientôt Caroline. À bientôt Valérian, et bonne suite de printemps des territoires. Bon après-midi. Bon après-midi.